Les Hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Chapitre 3. Tandis qu'elle me guidait dans l'escalier, elle me recommanda de masquer la chandelle et de ne pas faire de bruit, car son maître avait des idées bizarres au sujet de la chambre où elle allait me mettre, et il n'y laissait jamais volontiers loger quelqu'un. J'en demandai la raison. Elle l'ignorait, me répondit-elle. Il n'y avait qu'un an ou deux qu'elle était là. Il avait tant d'étranges manières qu'elle n'en finirait jamais si elle se mettait à être curieuse. Trop hébétée pour être curieux moi-même, je fermai la porte et regardai autour de moi en cherchant le lit. Tout l'ameublement consistait en une chaise, une armoire et une grande caisse de chêne avec des ouvertures carrées dans le haut qui ressemblaient à des fenêtres de voiture. Je m'approchai de cet édifice, jetai un coup d'œil à l'intérieur et reconnus que c'était une singulière couchette de vieux modèle, très bien comprise pour dispenser chaque membre de la famille d'avoir une chambre séparée. En fait, cela formait un petit cabinet, et le rebord d'une fenêtre qui y était incluse servait de table. Je fis glisser le panneau de côté, entrai avec ma lumière, et les refermai et me sentis en sûreté contre la vigilance de Heathcliff ou de tout autre. Sur le rebord de la fenêtre où je plaçai ma chandelle, se trouvaient empilés dans un coin quelques livres rongés d'humidité. Ce rebord était couvert d'inscriptions faites avec la pointe d'un couteau sur la peinture. Ces inscriptions, d'ailleurs, répétaient toutes le même nom en toutes sortes de caractères, grands et petits. Catherine Earnshaw. Ça, et là, changé en Catherine Heathcliff, puis encore Catherine Linton. Dans ma pensante apathie, j'appuyai la tête contre la fenêtre en continuant à épeler Catherine Earnshaw, Heathcliff. Mes yeux finirent par se fermer. Mais il n'était pas clos depuis 5 minutes qu'un éblouissement de lettres blanches jaillit de l'obscurité, éclatante comme des spectres. L'air fourmillé de Catherine. En me soulevant pour chasser ce nom obsédant, je m'aperçus que la mèche de ma chandelle s'inclinait sur un des antiques volumes, d'où se dégageait un parfum de cuir de veau brûlé. Je la mouchai et, très mal à l'aise sous l'influence du froid et d'une nausée persistante, je me mis sur mon séant et ouvris le volume qui avait souffert en l'appuyant sur mon genou. C'était une Bible, en caractères fins, sentant terriblement le moisi. La page de garde portait l'inscription « Catherine Earnshaw, son livre » et une date remontant à un quart de siècle environ. Je refermai le volume, en pris un autre, puis un autre, et les examinai tous ainsi à tour de rôle. La bibliothèque de Catherine était choisie, et son état de délabrement prouvait qu'on avait fait un usage fort ample, sinon tout à fait légitime. Presque aucun chapitre n'avait échappé à un commentaire, à la plume ou au crayon, ou du moins à ce qui semblait en être un, qui couvrait chaque parcelle de blanc laissé par le compositeur. Il y avait des phrases détachées ailleurs. Cela prenait la forme d'un journal en règle, griffonné d'une main inhabile d'enfant. En haut d'une page blanche, un vrai trésor probablement quand on le découvre, je me divertis beaucoup en trouvant une excellente caricature de mon ami Joseph, d'un crayon grossier mais vigoureux. Je conçus sur le champ de l'intérêt pour la Catherine inconnue et me mis aussitôt à déchiffrer ces hiéroglyphes à moitié passés. Un horrible dimanche avait ainsi débuté le paragraphe qui suivait. Je voudrais que mon père pût revenir parmi nous. Hindley est un détestable remplaçant. Sa conduite envers Heathcliff est atroce. H et moi allons nous révolter. Nous avons fait le premier pas ce soir. Toute la journée, il a plu à torrent. Nous n'avons pu aller à l'église, de sorte que Joseph a dû réunir les fidèles dans le grenier. Pendant que Hindley et sa femme se chauffaient en bas devant un bon feu, occupés à n'importe quoi, sauf à lire leur Bible, j'en jurerais, Heathcliff, moi-même et le pauvre valet de charrue recevions l'ordre de prendre nos livres,
de prière et de montée. Placés en rang, sur un sac de grains, nous maugréions et nous grelottions, tout en espérant que Joseph grelotterait aussi, afin que son propre intérêt le poussât à raccourcir son homélie. Quelle erreur! Le service a duré exactement 3 heures, et pourtant mon frère a eu le front de s'écrier en nous voyant descendre. Quoi? Déjà fini? Autrefois, le dimanche après-midi, on nous permettait de jouer pourvu que nous ne fissions pas trop de bruit. Maintenant, le moindre rire étouffé suffit à nous faire envoyer dans le coin. Vous oubliez que vous avez un maître ici, dit le tyran. Je démolirai le premier qui me mettra en colère. J'exige une sagesse et un silence parfait. Oh, mon garçon, c'est toi qui as fait cela? Frances, ma chère, tirez-lui les cheveux en passant. Je l'ai entendu faire claquer ses doigts. Frances lui a tiré vigoureusement les cheveux, puis est allée s'asseoir sur les genoux de son mari. Ils sont restés là comme deux bébés en s'embrassant et à dire pendant 1 heure des niaiseries. Vaines et absurdes paroles dont nous serions honteux. Nous nous sommes blottis aussi confortablement que possible sous la voûte du dressoir. Je venais d'attacher ensemble nos tabliers et de les suspendre en guise de rideau, quand est entré Joseph qui revenait d'une tournée aux écuries. Il a arraché mon rideau, m'a giflé et a croissé. Le maître est à peine enterré, le jour du sabbat n'est point fini. Le son de l'évangile écho dans vos oreilles. Et vous osez jouer? Honte à vous. Seyez-vous, méchants enfants. Il y a assez de bons livres si vous voulez lire. Seyez-vous et pensez à vos âmes. En prononçant ces paroles, il nous a forcés de rectifier nos positions, de manière à recevoir du feu lointain un vague rayon de lumière qui nous permet de distinguer le texte du frata dont il nous accablait. Je n'ai pas pu supporter cette occupation. J'ai pris mon volume crasseux par le dos et l'ai lancé dans le chenil en protestant que j'avais horreur dans mon livre. Heathcliff a envoyé le sien d'un coup de pied au même endroit. Il fallait entendre le tintamarre. « Monsieur Hindley !» hurlait notre chapelain. « Monsieur Hindley, venez par ici !» Miss Cathy a déchiré le dos du casque du salut et Heathcliff a passé sa rage sur la première partie du tout dret à la perdition. Que misère voulut ici continuer cette vie-là. Ah, le vieillard, il les aura rosés comme il faut. Mais il n'est plus là. S'arrachant à son paradis au coin du feu, Hindley saisit l'un de nous au collet, l'autre par le bras, et nous a jetés tous deux dans la cuisine, où assuré Joseph, le vieux Nick, viendrait nous prendre aussi sûr que nous étions vivants. Ainsi réconfortés, nous avons cherché chacun de notre côté un coin pour attendre son arrivée. J'ai attrapé ce livre-ci et une bouteille d'encre sur le rayon. J'ai entrouvert la porte dedans sur l'extérieur pour avoir un peu de lumière, et j'ai passé 20 minutes à écrire. Mais mon compagnon est impatient. Il propose de nous approprier le manteau de la laitière et de nous abriter dessous pour filer dans la lande. Bonne idée. Si le vieux grognon arrive, il pourra croire que sa prophétie est réalisée. Nous ne pourrons pas être plus à l'humidité ni avoir plus froid sous la pluie qu'ici. Je suppose que Catherine mit son projet à exécution, car dans la phrase suivante, elle abordait un autre sujet. Elle prenait le ton plaintif. Comme je me doutais peu que Hindley me ferait jamais tant pleurer, écrivait-elle. J'ai mal à la tête, au point de ne pouvoir la garder sur l'oreiller, et pourtant je ne peux pas céder. Pauvre Heathcliff, Hindley le traite de vagabond et ne veut plus qu'il reste ni qu'il mange avec nous. Il prétend que lui et moi ne devons plus jouer ensemble et menace de le chasser de la maison si nous enfreignons ses ordres. Il a blâmé notre père, comment a-t-il osé? Pour avoir traité H avec tant de bienveillance, et il jure qu'il le remettra à sa vraie place. Je commençai à somnoler et à laisser tomber le nez sur la page à moitié effacée. Mon œil passa du manuscrit à l'imprimerie.
Je vis un titre rouge ornementé. 70 x 7 et le premier de la 71e. Puis le discours prononcé par le révérend Jabs Branderham dans la chapelle de Gimerton, Sauve. Pendant que, dans une demi-inconscience, je me creusais la cervelle pour deviner ce que Jabs Branderham avait pu tirer de son sujet. Je retombai allongé dans mon lit et m'endormis. Hélas, triste effet du mauvais thé et de la mauvaise humeur. Quelle autre cause aurait pu me faire passer une si terrible nuit? Je n'ai souvenir d'aucune qui lui soit comparable depuis que j'ai le sentiment de la souffrance. J'ai commencé à rêver presque avant d'avoir cessé de me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. Il me semblait que c'était le matin. Je m'étais mise en route pour rentrer chez moi avec Joseph comme guide. Une épaisseur de plusieurs mètres de neige couvrait notre chemin. Comme nous avancions péniblement, mon compagnon m'accablait d'incessants reproches parce que je n'avais pas pris un bâton de pèlerin. Il m'assurait que je ne pourrais jamais pénétrer dans la maison sans en avoir un. Et brandissant fièrement un gourdin à lourde poignée, auquel je compris qu'il donnait ce nom. Pendant un instant, je considérais qu'il était absurde que j'eusse besoin d'une pareille arme pour obtenir accès à ma propre demeure. Puis une autre idée me traversa l'esprit. Ce n'est pas là que j'allais. Nous étions partis pour aller entendre le célèbre James Branderham prêcher sur le texte 70 x 7. L'un de nous, Joseph, le prédicateur ou moi, avait commis le premier de la 71e et devait être publiquement dénoncé ou excommunié. Nous arrivâmes à la chapelle. J'ai passé devant, en réalité, dans mes promenades 2 ou 3 fois. Elle est située dans un pli de terrain, entre 2 collines, à une assez grande altitude, près d'un marais dont la boue tourbeuse convient très bien, paraît-il, pour embaumer les quelques cadavres déposés là. Le toit est resté entier jusqu'ici. Mais comme le traitement du pasteur n'est que de 20 livres par an, avec la jouissance d'une maison composée de 2 pièces qui menace de se réduire rapidement en une seule, aucun pasteur ne va accepter le devoir de cette charge, d'autant plus qu'on peut dire couramment que ses ouailles le laisseraient mourir de faim plutôt que d'augmenter son revenu d'un penny de leur poche. Quoi qu'il en soit, dans mon rêve, Jabs avait un auditoire nombreux et attentif. Il prêchait, grand Dieu, quel sermon, divisé en 490 parties, chacune de la longueur d'un sermon ordinaire, et chacune traitée d'un péché particulier. Où il allait les chercher, je n'en sais rien. Il avait sa manière à lui d'interpréter le texte, et il paraissait nécessaire que le fidèle commît à chaque occasion des péchés différents. Ceux-ci étaient les plus curieux, de bizarres infractions que je n'avais encore jamais imaginées. Oh, que j'étais fatiguée. Comme je me tortillais, bâillais, m'assoupissais et me réveillais. Comme je me pinçais, me piquais, me frottais les yeux, me levais, me rasseyais et poussais du coude de Joseph afin qu'il me dît si le prédicateur aurait jamais fini. J'étais condamnée à tout entendre jusqu'au bout. Enfin, il aborda le premier de la 71e. À cet instant critique, j'eus une inspiration soudaine, sous l'empire de laquelle je me levais pour dénoncer Jabs Branderham comme l'auteur du péché qu'un chrétien n'est pas tenu de pardonner. « Monsieur, m'écriai-je, assis entre ces 4 murs, j'ai enduré et toléré sans interruption les 490 parties de votre sermon. 70 x 7, j'ai pris mon chapeau et j'ai été sur le point de m'en aller. 70 x 7 fois, vous m'avez déraisonnablement obligé de reprendre mon siège. La 491e fois dépasse les bornes. Compagnon de martyr, sus à lui. Faites-le dégringoler et réduisez-le en atomes pour que les lieux qui l'ont connu ne puissent plus le connaître. Tu es l'homme, s'écria Jabs après une pause solennelle et se penchant par-dessus son coussin.
70 fois, 7 fois, tu as tordu ton visage en bâillant. 70 fois, 7 fois, j'ai tenu conseil en moi-même. Bah, ai-je pensé, c'est de la faiblesse humaine, cela encore peut être absous. Me voici le premier de la 71e. Frère, exécuter sur lui le jugement qui est écrit. C'est un honneur qui revient à tous les bons chrétiens. Sur ces paroles finales, tous les membres de l'assemblée, levant leur bâton de pèlerin, m'assaillirent en cercle d'un même mouvement. N'ayant pas d'armes à leur opposer pour ma défense, je commençais à me colter avec Joseph, mon assaillant le plus proche et le plus féroce, pour lui enlever le sien. Dans la confusion de la mêlée, plusieurs gourdins se rencontrèrent, des coups qui m'étaient destinés tombèrent sur d'autres crânes. Bientôt, la chapelle entière retentit du bruit des attaques et des ripostes. Chacun se mit à cogner sur son voisin, et Branderham, ne voulant pas rester oisif, épancha son zèle en une pluie de tapes bruyantes sur le rebord de la chair, qui résonnait si fort qu'à la fin, à mon indécis soulagement, je me réveillai. Et qu'était-ce qui m'avait fait croire à ce terrible vacarme, qui avait joué le rôle de Jabs dans cette bagarre? Simplement la branche de sapin qui touchait ma fenêtre quand les rafales de vent soufflaient de ce côté-là et qui frottait ses pommes desséchées contre les vitres. J'écoutais un instant encore dans le doute. Je découvrais la cause du bruit, puis me retournai, sommeillais et rêvais de nouveau, d'une manière encore plus désagréable qu'avant, s'il est possible. Cette fois, je me souvenais que j'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettait. J'entendais aussi le bruit agaçant et persistant de la branche de sapin, et je l'attribuais à sa véritable cause. Mais ce bruit m'exaspérait tellement que je résolus de le faire cesser. S'il y avait moyen, et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. La poignée était soudée dans la gâche, particularité que j'avais observée étant réveillée, mais que j'avais oubliée. Il faut pourtant que je l'arrête, murmurai-je. J'enfonçai le poing à travers la vitre et allongeai le bras en dehors pour saisir la branche importune. Mais, au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace. L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayais de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie sanglotait. « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. »« Qui êtes-vous » demandai-je tout en continuant de lutter pour me décacher. « Catherine Linton » répondit la voix en tremblant. Pourquoi pensais-je à Linton? J'avais lu Earnshaw 20 fois, pour Linton, une fois. Me voilà revenue à la maison. Je m'étais perdue dans la lande. La voix parlait encore, quand je distinguai vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coulait et inondait les draps du lit. La voix gémissait toujours. « Laissez-moi entrer !» Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. « Comment le puis-je » dis-je enfin. « Lâchez-moi si vous voulez que je vous fasse entrer. » Les doigts se desserrèrent, je retire vivement les miens hors du trou, j'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre, et je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me semblait que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure. Mais dès que je recommençai d'écouter, j'entendis le douloureux gémissement qui continuait. « Allez-vous-en » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer. Dussé vous supplier pendant 20 ans. » Il y a 20 ans, j'ai mis la voix. 20 ans que je suis errante. Puis j'entendis un léger grattement au dehors, et la pile de livres bougeait comme si elle était poussée en avant. J'essayai de me lever, mais je ne pus remuer un seul membre, et
Je me mis à hurler tout haut, en proie à une terreur folle. À ma grande confusion, je me suis aperçu que mes hurlements étaient bien réels. Des pas rapides approchaient de la porte de la chambre. Quelqu'un la poussait d'une main énergique et une lumière a brillé à travers les ouvertures carrées en haut du lit. J'étais assis encore tout tremblant, essuyant la sueur qui coulait sur mon front. L'intrus semblait hésiter et se parlait à voix basse à soi-même. Enfin, il a murmuré, évidemment, sans attendre de réponse. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» J'ai jugé qu'il valait mieux confesser ma présence, car j'avais reconnu la voix de Heathcliff et je craignais qu'il ne poussât sa recherche plus avant. Si je demeurais quoi ? En conséquence, je me suis tournée et j'ai ouvert les panneaux. Je n'oublierai pas de sitôt l'effet que j'ai produit ainsi. Heathcliff se tenait près de l'entrée, en chemise et en pantalon. Une chandelle lui coulait sur les doigts et sa figure était aussi blanche que le mur derrière lui. Le premier craquement du chêne l'a fait tressaillir, comme sous une décharge électrique. La chandelle lui a échappé et est retombée à quelques pieds de distance. Son agitation était telle qu'il a à peine pu la ramasser. « Ce n'est que votre route, monsieur, » lui criai-je, désiré de lui épargner l'humiliation de voir plus longtemps sa poltronnerie. J'ai eu le malheur de pousser des cris dans mon sommeil, en proie que j'étais à un terrible cauchemar. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh, Dieu vous confonde, monsieur Lockwood. Je voudrais que vous fussiez au... a commencé mon hôte, en posant la chandelle sur une chaise, parce qu'il se rendait compte qu'il lui était impossible de la tenir fixe. « Et qui vous a introduit dans cette chambre ?» a-t-il continué en enfonçant ses ongles dans la paume de ses mains et en grimaçant des dents pour réprimer des convulsions maxillaires. « Qui est-ce ? J'ai bien envie de jeter le coupable dehors immédiatement. »« C'est votre servante Zillah, répondis-je, en sautant sur le plancher et en remettant rapidement mes vêtements. Je ne verrai pas d'inconvénient pour ma part. Elle le mérite bien. Je suppose qu'elle a voulu avoir à mes dépens une nouvelle preuve que la pièce est tentée. Eh bien, elle l'est. Elle fourmille de spectres et de fantômes. Vous avez raison de la tenir fermée, je vous assure. Personne ne vous remerciera de lui avoir procuré un somme dans un autre pareil. Que voulez-vous dire et que faites-vous ? Recouchez-vous et finissez votre nuit, puisque vous êtes ici. Mais pour l'amour du ciel, ne recommencez pas cet horrible vacarme, que rien ne saurait excuser, à moins qu'on ne fût en train de vous couper la gorge. Si le petit démon était entré par la fenêtre, il est probable qu'elle m'aurait étranglé, ai-je riposté. Je ne tiens pas à continuer de subir les persécutions de vos hospitaliers ancêtres. Le révérend James Branderman n'est-il pas votre allié du côté maternel ? Et cette Péronnelle, Catherine Limon, ou Earnshaw, ou je ne sais quoi, elle devait être bien sotte, méchante petite âme. Elle m'a dit qu'elle errait sur la terre depuis 20 ans, juste punition de ses péchés mortels, j'en suis sûre. Je n'avais pas plutôt prononcé ces mots que je me suis rappelé l'association dans le livre du nom de Heathcliff à celui de Catherine. Cette particularité qui était complètement sortie de ma mémoire venait d'y réapparaître soudain. J'ai rougi de ma légèreté, mais sans manifester autrement que jusqu'aux conscience de l'avoir offensé, je me suis hâté d'ajouter: La vérité est, monsieur, que j'ai passé la première partie de la nuit à... Je m'arrêtai encore. J'allais dire à parcourir ces vieux volumes, ce qui m'aurait révélé que j'avais connaissance de leur contenu manuscrit, aussi bien que de leur contenu imprimé. Aussi, me reprenant, j'ai poursuivi à déchiffrer les noms inscrits sur le rebord de la fenêtre. Occupation monotone à laquelle je me livrais pour dormir. De même qu'on compte ou... À quoi vous songez de me parler de la sorte à moi ? A dit Heathcliff d'une voix tonnante et avec une sauvage véhémence. Comment osez-vous ? Sous mon toit ? Dieu, il faut qu'il soit fou pour parler ainsi. Et il se frappait le front avec rage. Je ne savais pas trop si je devais me fâcher de ce langage ou de continuer mon explication.
mais il semblait tellement affecté que j'eus pitié de lui et repris l'histoire de mes rêves, affirmant que je n'avais jamais entendu auparavant le nom de Catherine Linton, mais qu'à force de lire et de relire, ce nom avait produit sur moi une impression qui s'était personnifiée quand j'eus perdu le contrôle de mon imagination. Tandis que je parlais, Heathcliff reculait peu à peu dans le renfoncement où se trouvait le lit. Finalement, il s'est assis, presque entièrement caché derrière. Je devinais néanmoins, à sa respiration irrégulière et entrecoupée, qu'il luttait contre une violente émotion. Ne voulant pas lui laisser voir que je me rendais compte de son conflit intérieur, j'ai achevé ma toilette, assez bruyamment, regardé ma montre et fait un monologue sur la longueur de la nuit. Pas encore 3 heures, j'aurais juré qu'il en était 6. Le temps n'avance pas ici. Nous nous sommes certainement retirés pour reposer à 8 heures. Toujours à 9 heures en hiver, et le lever à 4 heures, a dit mon hôte en réprimant un gémissement. J'ai jugé, au mouvement de l'ombre de son bras, qu'il essuyait une larme. Monsieur Lockwood, a-t-il ajouté, vous pouvez aller dans ma chambre. Vous ne feriez que gêner en descendant de si bonne heure, et vos cris puérils ont envoyé le sommeil au diable pour moi. Pour moi aussi, ai-je répliqué. Je vais me promener dans la cour jusqu'au jour, alors je partirai, et vous n'avez pas à craindre de nouvelles intrusions de ma part. Je suis maintenant tout à fait guéri de l'envie de chercher du plaisir dans la société, que ce soit à la campagne ou à la ville. Un homme sensé doit trouver une compagnie suffisante en soi-même. Un homme sensé doit trouver une compagnie suffisante en soi-même. Délicieuse compagnie, grommela M. Heathcliff. Prenez la chandelle et allez où vous voudrez. Je vous rejoins dans l'instant. Évitez la cour toutefois, car les chiens sont lâches. Quant à la salle, Junon y monte satisfaction. Et non, vous ne pouvez qu'errer dans l'escalier et dans les couloirs, mais sortez, je viens dans 2 minutes. J'ai obéi, du moins, à l'ordre de quitter la chambre. Puis, ne sachant où me conduisaient les 3 corridors, je me suis arrêtée. Et mon propriétaire m'a rendu témoin involontaire d'une scène de superstition qui démentait étrangement son bon sens apparent. Il s'est approché du lit, a ouvert la fenêtre en la forçant, et pendant qu'il tirait dessus, a été pris d'une crise de larmes qu'il n'a pas pu maîtriser. « Viens, viens, sanglotait-il. Cathy, viens. Oh, viens, une fois seulement. Oh, chérie de mon cœur. Écoute-moi cette fois-ci, enfin, Catherine. » Le spectre a témoigné de l'ordinaire caprice des spectres. Il n'a donné aucun signe d'existence. Mais la neige et le vent ont pénétré en tourbillons furieux, parvenant même jusqu'à moi et éteignant ma lumière. Il y avait une telle angoisse dans l'explosion de douleur qui accompagnait ce délire que la compassion m'a fait oublier sa folie. Je me suis éloignée, à moitié fâchée d'avoir écouté, si peu que ce fût, et regrettant d'avoir raconté mon ridicule cauchemar qui avait déterminé cette crise, bien que je ne pusse comprendre pourquoi. Je suis descendue avec précaution dans la région inférieure et est atterrie dans la cuisine, où quelques tisons que j'ai rassemblés avec soin m'ont permis de rallumer ma chandelle. Rien ne bougeait, sauf un chat gris moucheté qui est sorti lentement des cendres et m'a salué d'un miaulement plaintif. 2 bancs en forme d'arc de cercle entouraient presque complètement le foyer. Je me suis allongée sur l'un et Grimalkin a grimpé sur l'autre. Nous commencions à nous assoupir tous deux quand quelqu'un a envahi notre retraite. C'était Joseph qui descendait péniblement une échelle de bois dont le haut disparaissait dans le plafond à travers une trappe. L'entrée de son galetas, je suppose. Il a jeté un regard sinistre sur la flamme que j'avais réussi à ranimer entre les barreaux cintrés de la grille du foyer. A chassé le chat de son poste élevé, s'est installé à sa place et s'est mis à bourrer une pipe de 3 pouces.
Ma présence dans son sanctuaire était évidemment considérée comme une impudence trop éhontée pour être relevée. Il a appliqué silencieusement le tuyau à ses lèvres, s'est croisé les bras et a envoyé des bouffées en l'air. Je l'ai laissé savourer sa volupté sans le troubler. Après avoir lancé sa dernière bouffée et poussé un profond soupir, il s'est levé et s'est retiré avec tant de dignité qu'il était venu. J'ai entendu ensuite un pas plus élastique. J'ouvrais déjà la bouche pour un bonjour, mais je l'ai refermé sans achever mon salut, car Areton Ancho faisait ses orations sotto voce, sous forme d'une suite de jurons adressés à chaque objet qu'il touchait, tout en fourrageant dans un coin à la recherche d'une bêche ou d'une pelle pour faire des chemins dans la neige. Il a jeté un regard par-dessus le dossier du banc, en dilatant les narines, et il songeait aussi peu à un échange de politesse avec moi qu'avec mon compagnon de chat. J'ai deviné, à ces préparatifs, que la sortie était permise, et quittant ma dure couchette, j'ai fait un bond pour le suivre. Il l'a remarqué et a cogné sur une porte intérieure avec l'extrémité de sa bêche, en indiquant par un son inarticulé que c'était là que je devais aller, si je voulais changer de résidence. La porte donnait dans la salle où les femmes étaient déjà à l'œuvre. Zillah développait dans la cheminée un tourbillon de flammes à l'aide d'un souffle colossal. Madame Heathcliff, agenouillée près de l'âtre, lisait un livre à la lueur du feu. Elle tenait la main, interposée entre la chaleur du foyer et ses yeux, et paraissait absorbée dans son occupation. Elle ne s'interrompait que pour gronder la servante qui la couvrait d'étincelles, pour repousser de temps à autre un chien qui venait appuyer un peu trop familièrement le nez sur sa figure. J'ai été surpris de voir là Heathcliff. Il était debout, près du feu, me tournant le dos, et venant de faire une scène violente à la pauvre Zillah qui, par instant, suspendait son travail pour relever le coin de son tablier et poussa un gémissement indigné. « Et vous, vous misérable !» criait-il au moment où j'entrais, en se tournant vers sa belle-fille et en employant une épithète aussi inoffensive que poulette ou brebis, mais généralement représentée par un tiret. « Vous voilà encore à vos oiseuses manigances. Tous les autres gagnent leur pain, vous vivez de ma charité. Mettez-moi ces bêtises de côté et trouvez le moyen de vous rendre utile. Je vous ferai payer le fléau de votre perpétuelle présence. Entendez-vous, odieuse coquine ? Je mettrai mes bêtises de côté parce que vous pouvez m'y contraindre si je refuse, » a répondu la jeune femme en fermant son livre et en le jetant sur une chaise. « Mais quand vous useriez votre langage à jurer, je ne ferai que ce que je voudrais. » Heathcliff a levé la main et elle s'est sauvée à distance respectueuse. Elle en connaissait certainement le poids. N'ayant nulle envie d'être régalée d'un combat entre chien et chat, je me suis vivement avancée comme si j'étais pressée de partager la chaleur du foyer et tout à fait ignorant de la dispute interrompue. Chacun d'eux a eu assez de décorum pour suspendre les hostilités. Heathcliff a placé ses poings à l'abri de la tentation de ses poches. Madame Heathcliff a fait la moue et est allée prendre un siège éloigné, où elle a tenu sa parole en jouant le rôle d'une statue pendant le temps que je suis restée là. Ça n'a pas été long. J'ai décliné leur invitation à déjeuner, et dès que l'aube a commencé de pointer, j'ai saisi la première occasion de m'échapper au grand air. Maintenant clair, calme et froid, comme de la glace impalpable. Avant que j'aie eu atteint le fond du jardin, mon propriétaire m'a crié de m'arrêter et a offert de m'accompagner à travers la lande. Ça a été une heureuse inspiration de sa part, car tout le versant de la colline n'était qu'un océan de vagues blanches. Les hauts et les bas n'indiquaient pas d'élévation ou de dépression correspondante dans le terrain. De nombreux trous étaient entièrement comblés par la neige et des rangées entières de buttes formaient des résidus de l'extraction des carrières. Étaient effacées de la carte que ma promenade de la veille avait laissée peinte dans mon esprit. J'avais remarqué sur un des côtés de la route, à intervalles de 6 à 7 mètres, une ligne de pierre dressée debout, qui se prolongeait sur toute la longueur du terrain dénudé. Elle avait été placée et peinte à la chaux pour
pour servir de repère dans l'obscurité. Et aussi quand une chute de neige, comme à présent, ne permettait pas de distinguer la chaussée ferme des profonds marécages qui l'abordaient des deux côtés. Mais à l'exception d'une tache sombre émergeant çà et là, toute trace de l'existence de ces pierres avait disparu et mon compagnon a dû m'avertir fréquemment d'appuyer à droite ou à gauche alors que je me figurais suivre correctement les sinuosités de la route. Nous avons échangé peu de paroles et il s'est arrêté à l'entrée du parc de Thrushcross en me disant que je ne pouvais plus me tromper. Nos adieux se sont bornés à un rapide salut. Puis j'ai continué ma marche, réduit à mes seules ressources, car la loge du portier est inoccupée jusqu'à présent. La distance de la porte du parc à la grange est de 2000. Je crois que je suis bien arrivée à en faire 4, en me perdant au milieu des arbres et enfonçant jusqu'au cou dans la neige, désagréments que seuls peuvent apprécier ceux qui l'ont expérimenté. En tout cas, quels qu'aient été mes tours et détours, midi sonnait comme j'entrais dans la maison, ce qui me faisait exactement 1 heure pour chaque milieu de chemin, ordinaire depuis les hauts de Hurlevent. Ma femme de charge et ses satellites se sont précipités pour m'accueillir, s'écriant avec volubilité qu'elle me croyait complètement perdue. Tout le monde supposait que j'avais péri la nuit précédente, et elle se demandait comment s'y prendre pour se mettre à la recherche de mes restes. Je leur ai dit de se calmer, puisqu'elle me voyait revenue et transie jusqu'à la moelle. Je me suis traînée en haut. Après avoir mis des vêtements secs et marché de long en large pendant 30 à 40 minutes pour restaurer la chaleur animale, je me suis retirée dans mon cabinet de travail. Faible comme un petit chat, presque trop faible pour jouir du feu pétillant et du café fumant que la servante m'a préparé pour me remonter.